Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Cauvier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la science, mais plutôt de mythes qu'on peut avoir concernant certains faits scientifiques. Puis la science va nous ramener à l'ordre aujourd'hui. Exactement. Puis quand on parle de science, ben on parle vraiment de science quand même reliées beaucoup au quotidien. Là. Ce ne sera pas des choses très théoriques. C'est des choses, un peu des questions qu'on se pose, ou en fait, c'est des mythes qui circulent depuis des années. Et honnêtement, j'ai quand même beaucoup appris parce que il y a certaines idées reçues là, qui voyagent depuis pratiquement des générations, puis ça continue. Donc, Oui, puis il y en a un justement qui va venir tantôt, là. On apprend ça à l'école, puis tu viens de nous dire, l'école nous a pas tout appris, là, il y en a beaucoup plus que ça. Ben Fait oui, que, parce que, bon, les connaissances changent, mais aussi à l'école, des fois, on essaie de simplifier les choses. Mais là, on va voir que il y a certaines choses qui sont vraiment, vraiment fascinantes. Vous allez voir ça. on va commencer avec la foudre, qui, justement, que la foudre ne frapperait supposément jamais deux fois au même endroit. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu. Moi aussi. Et puis, bon, ce serait faux. Donc, on donne un exemple, comme on voit à l'écran, la tour d'Isienne à Toronto, qui est frappée en moyenne 75 fois par année. Donc, c'est un bon exemple que ça peut tomber au même endroit. C'est sûr que dans le cas de la tour du CN, je pense que sa pointe, c'est justement un paratonnerre, donc a fait son travail. Mais c'est sûr que si on ramène ça plus au ras du sol, la foudre va frapper en général ce qui va être plus haut dans les alentours. Donc, elle peut frapper deux fois le même arbre, elle peut frapper deux fois la même maison, elle peut frapper deux fois. Il faut le voir comme ça. Là. Exactement. Puis, d'où l'idée, on me l'a appris jeune, dans un champ de fraises, cache-toi pas en dessous d'un arbre. Parce que ça m'est arrivé de me faire prendre par un orage, puis je suis en train de ramasser des fraises. Puis le réflexe, c'est de se cacher sous un arbre, ce qui est une très mauvaise idée. Donc, comme tu parlais de paratonnerre, justement, on a l'idée qu'un paratonnerre, ça protège en évitant, en quelque sorte, la foule, mais en fait, c'est que ça l'attire, mais pour la canaliser de façon sécuritaire dans ça, au lieu que ça tombe dans une maison, etc. Ou bien, comme tu dis, la tour du Sienne, avec la hauteur, évidemment, on peut s'attendre à ce que ça attire souvent la foudre. D'ailleurs, les paratonnerres, ben, règle générale, il y a justement un câble assez gros qui va supporter tout le courant pour l'amener direct dans le sol. Donc, justement, ça frappe ce qui est le plus haut. Un arbre, c'est pas un paratonnerre, donc lui, il va se faire frapper, mais il va avoir des conséquences autour. Effectivement. On reste avec les éclairs. Les éclairs de chaleur seraient différents. Ça, je l'ai déjà entendu, le terme éclair de chaleur. Ben oui, ben moi, ce que j'entendais quand j'étais plus jeune, on voit à l'écran, c'est que les écrans de chaleur, il y en a qui appellent ça je pense, des chalands. C'est pas vraiment des orages, c'est pas vraiment des éclairs, c'est parce qu'il fait chaud. C'est l'explication, moi, que j'entendais un petit peu partout. C'est que finalement, les éclairs de chaleur, ben c'est des éclairs à part entière, mais c'est tellement loin qu'on n'entend pas finalement le tonnerre qui vient avec. Souvent, c'est ça, c'est très haut dans l'atmosphère, donc on va voir l'illumination qui va se refléter sur les nuages, un peu comme on voit à l'écran. Pourquoi on appelle ça des éclairs de chaleur? C'est que justement, ça a tendance à arriver plus, par exemple, l'été, quand le temps est chaud, humide, dégagé, donc on peut les voir assez loin. Par exemple, en Gaspésie, moi, je suis quand même près de la mer, donc loin à l'horizon de la mer, des fois, on voit ça, les espèces d'éclairs de chaleur. Donc, c'est vraiment des éclairs à part entière. C'est pas des éclairs spéciaux, si on veut. Là. Donc, éclair de chaleur, on pourrait dire que c'est. Chaleur, c'est plus pour le moment dans l'été où est-ce que ça arrive, parce que on pourrait dire que c'est pas parce qu'il fait chaud, on les entend juste pas. On les voit au loin parce que l'orage est justement au loin. Exactement, je veux dire, c'est juste qu'on n'entend pas, mais c'est vraiment, c'est un orage à part entière. C'est juste qu'on n'entend pas. Moi, je pensais par exemple que c'est parce que ça a déjà arrivé que je vois les éclairs orangés. Puis je les voyais justement au loin, mais elles étaient orangées. Donc, moi, je pensais que c'était ça, les éclairs de chaleur, justement, entre les nuages, puis ça touche jamais le sol.
probablement que la couleur orangée, ça doit être justement parce qu'elles sont tellement loin que, tu sais, c'est un peu comme avec la lumière du soleil, tu sais, si elle est au ras de l'horizon, elle va avoir une teinte plus rougeâtre, elle va être plus dans le ciel, elle va avoir une teinte plus blanchâtre, hein. C'est intéressant Donc, parce que je me justement, demande si ce ne serait pas de ce genre-là. on va en parler justement tantôt du soleil. C'est un sujet super intéressant. Je disais en entrée d'émission, on l'apprend à l'école, mais tu vas nous en apprendre plus. L'humain a 5 sens. Oui, ça, c'est un classique. On a tous appris ça, que l'humain a 5 sens. Comme vous voyez à l'écran, là, on en a mis une dizaine, mais on pourrait en avoir jusqu'à 33. Parce que les 5 sens qu'on a appris, c'est la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe puis le goût. Exactement. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Exactement. Donc, c'est super intéressant. On donne comme d'autres exemples, puis vous pouvez voir, suivre un petit peu. Donc, on a fait ceux de droite. Si on arrive en bas, donc on parle de l'équilibroception, le sens de l'équilibre. Donc, avec l'oreille interne, c'est un sens. Ensuite, on a la thermoception, c'est la perception du chaud et du froid. Tu sais, on a tendance à mettre ça dans le toucher, mais c'est un sens vraiment qu'on essaie de mettre plus isolé. Dans le fond, on prend des sens plus généraux, puis on va en faire des sous-sens, entre guillemets. Ensuite, on a la nociception. Ah, ça, c'est particulier, un mot comme ça? Noci. Oui, hein, c'est perception de la douleur. Ensuite, la proprioception. La nociception, tu dis, ah, c'est plate quand on y pense, l'humain qui ressent la douleur. Ce serait le fun si on ne l'aurait pas, ce sens-là. Mais il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur et c'est extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent se brûler et ils ne se rendent pas compte, donc ils laissent la main là. Donc, des gens qui ont des problèmes avec leur terminaison nerveuse et c'est très dangereux pour eux, la vie, le quotidien, parce qu'ils ne se rendent pas compte s'ils se rentrent un clou, etc. C'est beaucoup moins le fun que ça en a l'air de ne pas ressentir la douleur. L'alimentation. C'est une distinction avec le goût, c'est que par exemple, le fait qu'on sait si on est assez mangé, la satiété, la sensation bon, je suis plein, j'ai plus faim, c'est un sens, vraiment à distinguer du goût. Avant de continuer, tu allais enchaîner sur proprioception, mais tu es revenu sur la nociception. Donc, Ah mon Dieu, oui, j'en ai sauté un. Donc, la proprioception, donc c'est la perception de la position, du mouvement des membres. On ne pense pas à ça. Mais pour être capable de fonctionner, il faut qu'on sache à tout moment où sont nos membres, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, c'est la proprioception. Puis, ensuite, il y en avait d'autres qui ne sont pas dans le tableau. L'interoception, ça, c'est un peu l'état interne du corps, du rythme cardiaque, parce qu'on ressent, pas toujours, mais des fois, on ressent notre rythme cardiaque, le fait de ressentir notre respiration, le fait d'avoir soif, le fait d'avoir envie d'aller au petit coin. Donc, c'est un sens qui fait qu'on ressent ça. Le sens de l'étirement. Ça, par exemple, si on mange trop, on ressent l'étirement de notre estomac, par exemple. Si on a envie d'aller au petit coin, la vessie, on peut sentir qu'elle est très, très, très pleine. Donc, c'est un sens. Ensuite, la baroception, le sens de la pression artérielle. Parce que si on fait une montée de pression ou une baisse, d'habitude, on a des symptômes, là, on le sent. Pas toujours, mais en tout cas, des fois, c'est pas le fun à ressentir. Chimioception, détection des substances chimiques. Puis ça nous a aidés comme espèce vivante dans l'évolution à se garder en vie. Là, ce qui fait que si on ressent quelque chose, on sent une odeur qui n'est pas normale, on a le réflexe de dire « OK, il faut que je m'éloigne ». Même si on ne sait pas exactement c'est quoi, c'est notre sens qui nous prévient d'un danger possible, finalement. Donc, la chimioception, on vient parce qu'il y a l'odorat qui nous permet de sentir les odeurs, tout ça. Mais la chimioception, elle est vraiment plus précise encore. Elle vient, ça veut dire qu'on peut sentir les odeurs, mais la chimioception, elle, ce serait... il y a certaines odeurs que peut-être certaines personnes ne sentiront pas. Puis c'est eux autres qui peuvent venir alerter d'un danger, on pourrait dire. Exactement, comme si on achète un nouveau four,
il y a une odeur, là, on met des revêtements, des espèces de vernis, des enduits, une espèce d'odeur plastique chimique, puis on dit de chauffer le four pendant un certain temps pour enlever ces odeurs-là. Je le dis parce qu'il a fallu que je change mon four, puis et c'est instinctivement, je sais pas c'est quoi l'odeur, mais instinctivement, je me dis, tabarnouche, ça doit pas être bon à respirer, là. Ça sentait le chimique, là. Mais ça, c'est ce sens-là qui nous donne cette espèce d'instinct-là. Autre exemple, la chronoception, le passage du temps. C'est parce que quand on y pense, le temps, c'est quand même relatif, mais on a quand même une sensation du temps, du passé, de demain. Ça serait un sens. L'écolocalisation. Ouais, celle-là, par exemple, C'est fascinant parce que, bon, on pense entre autres aux chauves-souris avec les dauphins aussi. les dauphins, exactement. Mais il y a les personnes non-voyantes qui peuvent développer ce sens-là pour localiser les objets. C'est vraiment intéressant. Ils vont émettre un bruit avec leur bouche qui va rebondir, si on veut, sur les objets environnants. Puis ils peuvent marcher sans voir de cette manière-là. Évidemment, il faut développer ça, mais c'est assez fascinant à voir. J'ai vu des reportages là-dessus. Ça veut dire que ce sens-là, pour les personnes qui n'en ont pas de besoin, ce serait un sens qui serait endormi, on pourrait dire. Oui, bien techniquement, on pourrait le développer. C'est sûr que lorsqu'une personne est non-voyante, bon, ça devient une nécessité. C'est peut-être plus facile, si on veut, d'être motivé à le développer, mais c'est quelque chose que possède l'être humain. On donnait d'autres exemples comme le sens d'agence, la perception de contrôler ses actions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donnait en exemple une personne qui fait malheureusement un ACV. Ça peut être affecté, ce sens-là, et elle peut avoir l'impression qu'elle est contrôlée par quelqu'un d'autre. Ah, ouais, OK. Ça doit être assez troublant là, comme sensation. Et on donnait un autre exemple avec le sens de propriété du corps. Donc, on sait c'est notre corps, on le sait, on le sent. Mais encore une fois, une personne qui fait un ACV pourrait avoir l'impression d'avoir un membre étranger qui ne lui appartient pas. Puis semble-t-il que c'est vraiment pas agréable parce que c'est toujours là comme sensation, c'est toujours présent là. Donc, il y a toutes sortes de choses et ce n'est que quelques exemples. Donc, il y en a d'autres. Il y en a des débattus, comme certains disent, on pourrait détecter tout ce qui est magnétique. C'est débattu. Certains disent oui, certains disent non. Donc, il y a quand même des études qui se font sur le sujet. Avec le recul, j'ai l'impression que à l'école, on apprend les 5 principaux, probablement parce que ce sont les plus importants, là. Puis, tu sais, s'il y en a un qui vient à manquer, ben ça handicape beaucoup la personne, là. Donc, Oui, ça doit être pour ça qu'on nous apprend les 5 principaux. exactement. Puis les autres, ben ça serait peut-être du bourrage de crâne, là. Oui, Surtout non, à l'âge qu'on nous apprend ça, là. surtout Donc, tous les termes, là. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'un corps humain, il y a quand même beaucoup de sens pour faire en sorte que ça fonctionne sans qu'on en a conscience. Tu sais, c'est ça, tout fonctionne. On n'a rien de spécial à faire, c'est que c'est quand même une machine fascinante. le prochain, les doigts plissent dans le bain car ils se gorgent d'eau et enflent. Donc, ça nous est tous arrivé on reste longtemps dans un bain, puis bon, les doigts viennent plisser. Puis moi, j'avais l'impression, c'est que, bon, ça se gorge d'eau. Et Moi, en fait, c'est plutôt. Moi, je m'en doute bien, c'est pas qu'elle se gorge d'eau, là, puis qu'elle enfle, là. J'ai jamais eu l'impression que mes doigts étaient devenus plus gros, là. Mais c'est ce que ça fait. C'est le résultat, par exemple, qui est particulier. c'est vraiment particulier, oui. Et en fait, c'est causé par ce qu'on appelle le système autonome. C'est un système que nous avons qui contrôle un peu les choses involontaires, par exemple la respiration, le rythme cardiaque, le système digestif. Le système autonome, juste une parenthèse comme ça, c'est ce qui fait que si vous faites face à un ours, alors là, vos bronches vont s'ouvrir, votre rythme cardiaque va augmenter, vous allez être prêt à fuir ou à vous battre pour votre vie. Là. Vous allez être en état d'alerte et de stress extrême. Alors que dans d'autres occasions, après avoir mangé, là, vous allez être au repos. C'est plus le système digestif qui va avoir la priorité pour que ça se passe bien. Tandis que si vous affrontez un ours, le corps humain va mettre le système digestif loin des priorités. Parce que de digérer sa toast, c'est pas ça qu'il va faire. On va se sauver de l'ours.
Donc, le système autonome, c'est ça, c'est que ça contrôle un peu les choses involontaires. Donc, c'est ce système-là qui fait que lorsqu'on prend un bain très long, ça va causer une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, donc qui vont rétrécir un peu, si on veut. Donc, comme la pulpe des doigts rétrécit, c'est comme s'il y avait un peu un excédent de peau, si on veut. Donc, ça donne une espèce de sensation de peau plissée, évidemment, qui va revenir à la normale après. Et pourquoi l'être humain, ça c'est le bout que j'ai trouvé très intéressant, pourquoi l'être humain a conservé, parce que dans l'évolution, l'humain garde certaines particularités pour des raisons. Pourquoi ça a été conservé, ce trait-là? C'est que ça permet d'avoir la peau plissée, une meilleure adhérence, par exemple, pour récolter je ne sais pas quoi dans une rivière, lorsque les humains se nourrissaient de coquillages ou peu importe. Ou lorsque l'humain marchait sur des surfaces mouillées, d'avoir la peau des pieds, des orteils plissés, ça l'aidait à avoir une meilleure adhérence. Donc, il y a une raison au fait qu'on a ça aujourd'hui. Hein, c'est pas à savoir, ça. Oui, c'est intéressant. Celle-là, je l'ai déjà entendue, pas juste à la Tour Eiffel, là, mais une pièce de monnaie lancée de la Tour Eiffel, et ça pourrait être de n'importe quel building gratte-ciel, tue quelqu'un. Oui, bien ça, moi aussi, j'ai toujours pensé que c'était vrai, mais en fait, c'est faux. C'est que, bon, faut tenir compte, et ça, la photo, c'est intéressant parce qu'on ne voit pas souvent des photos prises de la Tour Eiffel. C'est une vue quand même impressionnante. Donc, c'est une vue de Paris prise à partir de la Tour Eiffel. Donc, pour revenir à notre sujet, évidemment, il y a une résistance dans l'air, puis une pièce de monnaie, c'est pas très aérodynamique en plus, là. C'est plat, bon, c'est léger et plat. Donc, on a fait des tests carrément, et la fameuse pièce de monnaie atteint sa vitesse maximale après 15-20 mètres. Puis on parle d'une vitesse de 40 à 100 km/h. Ça dépend de l'inclinaison, tout ça. Bien, 100 km/h, c'est déjà très vite. Hein? Quand même. Et donc, ça peut quand même, ça a l'air que ça peut quand même faire mal, là. Ça peut faire un bleu, une petite coupure, mais pas assez pour tuer quelqu'un, quand même. Je pense que c'est plutôt puis ceux qui font du parachutisme, je crois que eux autres atteignent des vitesses dans les 200 km/h, je pense. Si ton parachute n'ouvre pas, là, c'est un problème. Le prochain, je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Puis moi, j'ai toujours pensé justement son contraire. L'urine est stérile. L'urine est stérile. Je ne l'avais jamais entendu, mais je me doute que ça ne l'est pas. Oui, c'est ça, parce que, puis on a peut-être cette perception-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est lorsque, par exemple, vous allez à l'hôpital et qu'on fait un test d'urine pour savoir s'il y a une infection, par exemple, ou des tests, je ne sais pas moi, pour rechercher une bactérie dans une toux qui dégénère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un échantillon d'urine, d'expectoration, expectoration dit de façon élégante, c'est un peu le crachat, si on veut, là. Donc, on prend des échantillons, on met ça sur une espèce de boîte ronde qui contient comme une espèce de jello, nutritif pour les bactéries. Et on attend de voir, on les incube, je ne sais pas moi, à 37 degrés, et on attend de voir si ça pousse, entre guillemets, s'ils vont se mettre à se multiplier. Et ça va former souvent des petites colonies, des petits ronds, comme vous pouvez voir à gauche. Pourquoi il y a des lignes? C'est qu'on prend un instrument. J'explique ça parce que j'ai étudié en laboratoire médical, puis c'est ce qu'on faisait. Puis je trouvais ça super intéressant parce que des fois, on fait des tests à l'hôpital, on se demande, ils font ça comment? Donc, on fait sur des espèces de petites boîtes pour voir est-ce qu'il y a des bactéries qui vont pousser, etc. Donc, l'idée, c'est que si on va faire un test à l'hôpital et qu'il revient négatif, on se dit, ah ben, on peut avoir l'idée que l'urine est stérile, qu'il n'y a rien dedans, qu'il n'y a pas de bactéries. Mais il faut se dire que les tests sont faits pour détecter quand même des concentrations quand même importantes de micro-organismes. Puis deuxièmement, il y a certains micro-organismes qui ne vont pas pousser sur ces espèces de géloses-là. Ils ne vont pas pousser en dehors du corps humain. Donc, c'est normal qu'on pense que l'urine est stérile, mais ce n'est pas le cas. Parce que le corps humain, autant dans les intestins, l'utérus, la vessie, il y a une faune, littéralement, qu'on appelle le microbiote. Il peut y avoir des bactéries, des virus, des
toutes sortes des levures, des moisissures qui peuvent nous aider, en fait, parce que nous, on fait le lien bactéries-mauvais, mais ça aide énormément l'être humain, entre autres pour le système digestif. Par exemple, si vous avez une gastro-entérite, ça va totalement débalancer votre petite jungle à l'intérieur de vous là, de micro-organismes, puis ça peut occasionner plein de problèmes. Donc, on réalise de plus en plus que ces micro-organismes-là que nous avons ont un impact non seulement sur le système digestif, mais là, on commence à penser à certaines maladies au niveau de la santé mentale. On commence à faire des liens, puis c'est intéressant comme recherche. Donc, le corps humain est loin d'être stérile. C'est peut-être une idée qu'on a lorsqu'on a des résultats négatifs à l'hôpital. À l'odeur que l'urine a là, moi, je n'étais pas porté à penser que c'était stérile. Là. Ouais. Ça sent l'ammoniaque fort. Là. Ouais, mais tout dépendant si on boit beaucoup d'eau là, ou pas assez. Là. Mais oui, c'est sûr que si on ne boit pas beaucoup d'eau, ça va être ça sent encore plus fort. Plus concentré. Donc, mais c'est une idée qui a toujours circulé, que l'urine, c'est stérile et tout ça. Donc, non, c'est pas le cas. Le prochain, ça aussi, c'est avoir en tout cas, l'idée devait être présente depuis longtemps. Le crayon de plomb contient du plomb. Le crayon de plomb contient du plomb, donc c'est faux, c'est du graphite. Mais pourquoi on appelle ça un crayon de plomb? Parce que ça vient de quelque part. C'est qu'au 16e siècle, on a découvert un gros gisement en Angleterre. On a assumé que c'était du plomb, mais c'était du graphite. Donc, c'est parti un peu de là. Et vous voyez à l'écran différents crayons. En fait, c'est un mélange de graphite et d'argile. Et selon, finalement, le taux d'argile, la mine va être plus dure ou plus tendre. C'est pour ça que vous voyez des lettres. Donc, plus il y a d'argile, plus la mine va être dure. Et quand je parle de mine dure, là, on va aller vers le bas, là, vers le 6H. Et une mine dure, ça va donner un trait qui est plus léger, qui peut plus faire un sillon, si on veut, dans le papier. Alors qu'à l'inverse, si on a plus de graphite, alors là, ça va donner un crayon beaucoup plus gras. Puis c'est ça, moi, je fais du dessin, justement, avec des crayons comme ça, et je peux vous dire qu'un 8B, généralement, les gens connaissent les HB qu'on a eu à l'école. Bon. Mais je peux vous dire qu'un 8B, c'est extrêmement gras comme crayon, puis c'est vraiment utilisé en dessin pour des choses particulières, très foncées. Puis c'est très intéressant de voir toutes les distinctions. Justement, bon, qu'est-ce que ça veut dire les fameuses lettres? Donc, quand on a un H, ça veut dire hard en anglais, dur. Et quand on a un B, ça veut dire black, noir en français. HB, c'est le fameux crayon d'école, finalement. Ça veut dire c'est un crayon moyen qui est entre les deux. Puis le F, finalement, ça veut dire c'est une pointe fine. Donc, c'est... Il y a ça, le F en crayon comme ça? Oui, il y a le F aussi. Puis c'est un crayon qui est moins connu. Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu le F dans les magasins. Mais souvent, les gens, ça va être vraiment dans des magasins comme moi, je vais les prendre à l'imprimerie. C'est des magasins plus spécialisés. Puis, chaque crayon a son utilité. Les professionnels peuvent utiliser tous les crayons pour faire un œuvre. Moi, je ne suis pas professionnelle. Moi, j'ai tendance à utiliser juste 2-3 crayons. Puis, chaque personne a sa technique aussi. Puis, dépendamment aussi si le crayon est plus ou moins foncé, mine plus dure, des fois, c'est plus dur à effacer. Il faut faire attention. Et évidemment, quand on arrive avec un crayon très, très gras, le principe, même les autres aussi, on va colorier, entre guillemets, mais après, on va estomper. On a des espèces d'outils qui vont faire qu'on va l'étendre. Parce que sinon, ça ne donnera pas un fini très uniforme. Donc, on va prendre ces différents crayons selon ce qu'on a besoin de faire, par exemple, sur un portrait. Et oui, c'est quelque chose, je trouve intéressant, parce que généralement, les gens ne connaissent que le HB, qui est vraiment un crayon passe-partout, là. Mais pour le dessin, on utilise beaucoup plus... et il y a d'autres types que ça en plus, là, mais déjà là, ça montre une bonne partie. Tu dis que le 8B, c'est très gras. C'est quelque chose qui s'approche un peu de la pastel? Parce que je sais que j'en vois on peut voir des vidéos de personnes qui vont dessiner avec les pastels, puis
ils vont faire ils vont en mettre, puis après ça, ils passent un linge dessus pour bien l'étendre. Oui, là. ça peut donner le feeling d'une pastel grasse, là, qu'on appelle, parce qu'il y a des pastels sèches. Oui, ça peut donner juste quand on touche le crayon. Puis, il faut vraiment faire attention lorsqu'on C'est fait salissant. des traits. Ça peut être dur à effacer. C'est vraiment noir profond, là. C'est vraiment très, très foncé. Puis, mais ça ouvre un monde pour faire du dessin. Et il y a des gens qui font des dessins incroyables juste avec du HB aussi. Il y a toutes sortes de techniques, donc c'est intéressant. Le prochain, j'en ai fait allusion tout à l'heure, le soleil est jaune. Oui, ben c'est ça, tu as mis la table tantôt, c'est bien. Donc, on voit différentes couleurs d'étoiles. On a, et c'est contre-intuitif, mais les étoiles bleues sont plus chaudes. C'est dur à imaginer que les rouges, par exemple. Donc, le soleil, lui, est une étoile, si on était dans l'espace, qui serait blanche. Pourquoi on la voit plus jaune? Je n'irai pas trop dans les détails parce que là, c'est dans la physique, puis je ne maîtrise pas tout à fait les sujets de physique, mais en gros, c'est que le ciel agit un peu, l'atmosphère, comme un filtre. Donc, le soleil, à la base, émet toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en physique, quand tu additionnes toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça donne du blanc. Tandis qu'en art plastique, du blanc, c'est comme une absence de couleur. Je pensais que c'était le noir qui était l'absence de couleur, moi. Le noir, en physique, est une absence de lumière, tandis qu'en art plastique, le noir est l'addition de toutes les couleurs saturées. Oh mon Dieu, c'est pour ça que je ne m'aventurerai pas trop. C'est un sujet un peu complexe, mais en gros résumé, là, c'est que l'atmosphère terrestre agit un peu comme un filtre. Donc, il va avoir tendance à filtrer les lumières, les longueurs d'onde plus courtes, comme le bleu, le violet, et il va les disperser dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on voit le ciel bleu. Parce qu'il va avoir tendance à disperser ce type de lumière-là, le bleu, le violet. Et donc, notre fameux soleil qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ben, il se trouve à se faire retirer son bleu. Si on retire le bleu d'une lumière blanche qui a toutes les couleurs, on se ramasse avec une couleur beaucoup plus jaunâtre, ce qui fait que le soleil est jaune. C'est pas c'est pas simple à comprendre, c'est pour ça là, que j'y vais vraiment je fais un survol. Et ça explique aussi pourquoi, lorsque le soleil se lève et se couche, tu en as parlé tantôt, il est plus orangé, rouge, il est plus foncé. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil se lève ou se couche, les rayons ont beaucoup plus d'atmosphère à traverser. L'atmosphère est plus épais, entre guillemets. Il traverse pas mal plus d'épaisseur d'atmosphère. Donc, il se fait retirer encore plus de bleu. Si on continue à retirer encore plus de bleu, de violet, bien là, on va tirer plus sur le rouge. Donc, c'est des principes de physique, mais c'est ça, c'est pas simple, surtout quand on arrive à canon plastique, que là, c'est un peu comme l'inverse pour les couleurs. Mais je viens de réaliser pourquoi. Hein. C'est ça fait que c'est pour ça que finalement, on a le ciel qui est bleu et le soleil, on le voit jaune, mais en réalité, il est blanc. Tant qu'à l'avoir abordé, l'art plastique, le blanc a l'absence de couleur, probablement justement parce que ça reflète toutes les couleurs, justement. Fait que, parce qu'une couleur, c'est, mettons, le bleu, va absorber toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le bleu. Donc, cette couleur-là nous est réfléchie. C'est pour ça qu'on voit cette couleur-là. Donc, le blanc, ben lui, il va se trouver à refléter tout le spectre de couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on nous ramène du blanc. Et le noir, ben lui, il va absorber toutes les couleurs. Donc, on n'a rien qui est reflété vers nous autres. C'est pour ça qu'on le voit noir. C'est pour ça que ça devient mêlant, parce que d'un côté, comme tu expliques en art plastique, c'est ça, on arrive avec le noir, qui si tu prends toutes les couleurs, puis tu t'es sature, puis foncé, bien, tu vas finir avec du noir. Le blanc, il n'y a comme pas de pigment. Puis là, tu arrives en physique, puis on dit, ah ben non, ici, là, le blanc, c'est toutes les couleurs, puis le noir, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Ça devient vite mêlant. Ouais. Le prochain, les dinosaures sont éteints. Faux. Alors ça, c'est une des choses. Ça, j'avais appris ça en faisant à un moment donné des recherches parce que j'aime beaucoup la paléontologie, minéralogie. On voit une espèce d'arbre généalogique à l'écran. Donc, comme on peut voir à l'écran, si on voit un petit peu à gauche, on voit théropodes. Donc ça, c'est une classe de dinosaures qui comprend, par exemple, les T-Rex, les tyrannosaures.
et qui comprend les oiseaux. Donc, les oiseaux, scientifiquement parlant, sont des dinosaures. Tu sais, on dit souvent c'est des descendants, Ouais. mais on pourrait carrément les considérer comme des dinosaures qui ont survécu. Parce que, bon, on sait qu'il y a eu une météorite, on ne s'entend pas sur toutes les causes qui ont causé la disparition des dinosaures. Il y a eu la météorite, il y a eu les changements climatiques, tout ça. Et aussi beaucoup d'activités volcaniques. On parle d'environ 65 millions d'années. Donc, tous les dinosaures qui étaient non aviaires, qui ne volaient pas finalement, se sont éteints. Mais ceux qui volaient ont une chance et on a fini avec des oiseaux. Mais, comme je le disais, scientifiquement parlant, les oiseaux sont classés comme des théropodes, qui est une forme de dinosaure, une classe de dinosaures. Il n'y a pas des requins aussi qui sont qui sont des descendants directs de dinosaures? Ah, Là, je ne parle pas du film Mégalodon, là, oui. mais je parle des vrais requins. Là, il me semble qu'il y en a un. Là, je n'ai pas fait de recherche, donc je ne sais pas c'est lequel, là, mais il me semble avoir déjà entendu qu'il y en a un requin qui est, c'est un descendant direct. Là, Ah, ben c'est intéressant. mais, Ça pourrait être un futur sujet sur le. C'est toujours intéressant sur le règne animal. Et puis, c'est ça, on apprend des choses surprenantes. Moi, j'avais vu à un moment donné une émission, justement, on étudiait la génétique des oiseaux et on voyait que certains gènes de dinosaures, entre guillemets, étaient comme juste endormis ou désactivés. Et là, on s'amusait à essayer de les réactiver, à essayer de faire pousser des dents à des poules et toutes sortes de choses comme ça. On s'amuse à faire des expériences. Et à force de faire des études, puis justement d'analyser l'arbre généalogique finalement du vivant, c'est là qu'on s'est rendu compte que les oiseaux finalement étaient des théropodes, des dinosaures. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui surprend quand on l'apprend, là, c'est quelque chose. j'imaginerais nos oiseaux de proie. Moi, les descendants directs, là. Mais lorsque vous regardez un oiseau, ses pattes, ça ressemble quand même. Il y a quand même des ressemblances avec les dinosaures. On voit quand même, là, quand on s'arrête là-dessus, là, on commence à voir vraiment les fameuses ressemblances. C'est spécial. Pour le dernier, on va avoir des conseils à donner. On peut sécher son cellulaire dans le riz. Vous l'avez entendu souvent, ça? Oui, on l'a tous entendu et je l'ai fait. Honnêtement, là, j'ai un lecteur MP3 qui a fait un tour de laveuse et un BlackBerry qui a fait un tour de laveuse. Ils ont survécu, étonnamment, mais je ne le conseille pas. Et donc, voilà, on donne comme conseil de le mettre dans du riz. Et finalement, ce ne serait pas un bon conseil. Et on est beaucoup à l'avoir fait. Bien, ça ne veut pas dire que peut-être vous l'avez fait et il n'y a pas eu de problème, là, mais c'est que les particules de riz, la poussière du riz, peut entrer dans les pores et ça peut faire plus de dommages qu'autre chose. Et aussi, évidemment, si on ne parle pas d'éclaboussure, là, si vraiment vous avez échappé votre téléphone dans la piscine, par exemple, ça va vraiment s'infiltrer, puis la corrosion commence vraiment rapidement. Là. Puis là, tous les circuits électriques, puis à un moment donné, les nouveaux téléphones, avant, on pouvait quand même les réparer nous-mêmes relativement facilement en commandant des pièces. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Là. Je veux dire, tout est comme collé. Là. On ne facilite pas les choses. Là. C'est possible, mais ça prend de l'équipement si tu veux bien faire le travail. Il y a des tutoriels. Quelqu'un qui est prêt à, disons qui de toute façon prévoit en acheter un autre, c'est une belle expérience à faire. De se dire, garde. Bon, j'ai déjà changé l'écran d'un iPhone SE. Ah oui? Celui qui date de 2015. Puis? Ça m'a pris 1 heure. Ah puis, ben? Ça m'a pris 1 heure à faire, puis j'ai scrappé l'écran parce que les connecteurs sont tellement minuscules. Si tu penses l'avoir mis comme du monde, puis tu démarres le téléphone, tu viens de sauter l'écran. Fait qu'il a fallu que j'en achète un autre, puis je le réinstalle. Mais, je l'ai fait après ça sur un plus récent, là, puis non, je fais plus ça. Je n'ai pas la patience de jouer là-dedans. J'ai déjà changé l'écran d'un Samsung Galaxy, lui qui a l'écran courbé, là. Puis, non, c'est vraiment, là, Ah non, c'est épouvantable, là. Fait que, tu sais, faire ça, il y a assez de colle partout, là, pour bien faire le travail, là,
Puis surtout, si tu n'as pas envie de passer 2 heures à réparer ça, ça prend de l'équipement pour le faire. Je sais que cet équipement-là existe, je sais c'est quoi, mais pas de là à acheter ça, puis amenez-moi vos téléphones, moi les réparer. Je n'ai pas la patience pour ça. Ça facilite, c'est sûr, d'avoir les outils. Moi, à l'époque, j'avais toujours des BlackBerry, puis là, à un moment donné, ben, il n'y avait plus de BlackBerry, puis je paniquais à l'idée qu'à un moment donné, s'il brise, je fais quoi? Ça fait que j'avais acheté les outils. Puis mon père l'avait, mais là, BlackBerry, les premiers modèles, on pouvait carrément acheter le clavier, ça se défaisait bien. Mais après ça, les derniers modèles, c'était rendu des téléphones comme plus intelligents, sans clavier. Et là, puis là, c'était tout collé, puis puis il y a des fabricants qui sont particulièrement, disons qu'ils n'aident pas. Tu sais, il y a des fabricants qui sont reconnus pour ça, ils veulent pas que tu le répares. Puis je sais qu'en Europe, il y a un projet de loi, je ne sais pas si c'est adopté, pour que les fabricants d'appareils, que ce soit cellulaire, laveuse, toaster, que ce soit possible pour la personne de le réparer, de commander des pièces. Moi, je trouve ça bien. Ben, ils l'ont passé, cette loi-là, ici? Ça a été passé, bon. C'est bien parce que d'offrir cette possibilité-là pour les gens qui ne veulent pas investir de l'argent tous les 2-3 ans et pour l'environnement aussi, là, parce qu'on se débarrasse, c'est rendu des téléphones jetables, là, carrément. Là. Je ne sais pas pour Astor, parce que ça fait longtemps que j'ai eu ça, là, mais avant, j'ai déjà eu un Motorola, puis changer la batterie. Tu glissais son capot en arrière, tu enlevais la batterie, tu en mettais un autre, puis c'était fini. Ben oui. Astor, c'est démonte, déconnecte, enlève un peu d'affaires, puis ça prend 1 heure de changer une Moses de batterie. Hein. Ah, c'est pas simple, puis c'est souvent la batterie qui manque en premier. À un moment donné, elle ne charge plus, elle charge à moitié, tout ça. Puis, ben, il y a un nombre de cycles, là, mais c'est dommage. Hein? Puis, ben là, on dirait qu'on est tous pris dans la spirale qu'on s'attend de changer. Ben, on nous le fait changer aux 2 ans, puis les contrats marchent de même. Mais c'est dommage quand on y pense parce que souvent, les appareils sont en bon état. Si on a fait attention. D'ailleurs, il y a des trucs par batterie, ça pourrait être une autre capsule. Je vais revenir à nos trucs. Tu allais dire quelque chose. Oui, dans le fond, je parlais du iPhone SE. Dans le fond, dans ce temps-là, c'était 2 vis à enlever, puis ça s'enlevait tout seul. À cette heure, étant donné qu'il est fond résistant à l'eau, ben, à l'immersion jusqu'à une certaine profondeur, ben, il faut que ce soit scellé. Donc là, tu as de la colle partout, c'est épouvantable. Ah oui, allez voir, si c'est par curiosité, allez voir sur YouTube un tutoriel de peu importe le téléphone récent. Vous allez voir, il faut être motivé. Faut être motivé. Là, on revient au riz. Donc, on était rendu à dire que, bon, le riz, c'est pas l'idéal pour la poussière, tout ça. La corrosion, ça va quand même loin dans le téléphone. On parle, l'air, finalement, serait plus efficace. Et on donnait quelques conseils. Premièrement, le fermer immédiatement. Le réflexe qu'on a, puis c'est ce que j'avais fait à l'époque, c'est de l'ouvrir pour voir, il marche-tu encore? Mais on devrait plutôt le fermer. Mais pour le fermer, on n'a pas le choix de l'ouvrir, par exemple. Donc, Non, mais si le téléphone est disons qu'après la submersion, il est toujours ouvert. Ah, tu veux dire de l'éteindre. De vraiment le fermer. L'éteindre, oui. On ferme sa batterie. Oui, parce que ça peut être tentant de l'éteindre, puis je vais le réouvrir, il marche-tu? Tu sais, l'anxiété de se dire, il marche-tu, puis de le réouvrir. Donc, le fermer, bien, pour éviter les courts-circuits, tout ça, puis éviter de le charger aussi. On donnait aussi comme truc d'essayer de faire sortir l'eau des pores en tapotant. En fait, d'éviter comme les séchoirs, tout ça. Puis, je sais aussi qu'il y a des trucs du congélateur, mais on fait juste déplacer le problème, là, parce qu'à un moment donné, l'eau va dégeler. Enlever les accessoires, l'étui, la carte SIM, la carte mémoire, tout ça. On disait de sécher à l'air libre et aussi, encore mieux que le fameux riz, les fameux sachets de silice. Je pense qu'on a une photo. Quand on achète des trucs, ça vient souvent avec. Si vous achetez des bottes, si vous achetez même de l'électronique, on va vous mettre des petits sachets comme ça qui absorbent l'humidité. Puis c'est marqué dessus, bien, premièrement, de ne pas manger, évidemment. Et c'est marqué de le jeter. Puis j'ai vérifié pourquoi le jeter. En fait, c'est que si quelqu'un a des animaux ou des jeunes enfants, ça ressemble beaucoup à des sachets de sucre ou de sel. Il faut faire attention.
Mais sinon, ce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle, ce qu'il disait, c'est qu'on peut les réutiliser si on fait attention. Puis il y a même des méthodes pour les sécher. Parce qu'évidemment, leur rôle, c'est d'absorber l'humidité. Ça se peut quand on les reçoit, il y a un peu d'humidité dedans. Donc, en tout cas, il y a des trucs sur Internet. Donc, de les conserver, ces fameux sachets-là. Parce que ça peut aider, justement. En tout cas, moi, je suis rendue avec un gros pôle. Dans l'éventualité que mon cellulaire tombe à l'eau, je me suis dit, bon, je vais mettre plein de petits sachets comme ça. Donc, on en reçoit souvent quand on achète des trucs. C'est bon de les conserver, évidemment, en sécurité, à l'abri des enfants. Même un adulte pourrait penser facilement que c'est un sachet de sucre ou de sel. Là. Un sachet de thé. Enfin, ouais. Puis bon, c'est la silice. La silice, c'est par exemple le sable, par exemple, la silice. Mais des fois, il ajoute quand même certains produits. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les enfants, les animaux. Et on donne comme dernier conseil de ne pas allumer pendant 24 à 48 heures. C'est peut-être le plus dur à faire parce qu'on a hâte de voir si c'est vraiment brisé, tout ça. Mais je ne peux pas dire pour les nouveaux, mais comme je vous dis, moi, j'ai un BlackBerry puis un iPod, les lecteurs MP3, qui ont fait un tour de laveuse et que j'ai toujours. Sauf que le BlackBerry, il est tellement vieux, il y a comme 15 ans, que tout le caoutchouc se défait littéralement en morceaux. À sécher, finalement, parce que je pense que c'est pas fait pour durer 15 ans, peut-être. Il fonctionne encore? Il fonctionne toujours. Je l'ai gardé comme lecteur. J'ai tout gardé mes BlackBerry comme lecteur MP3. Parce que je trouve que d'écouter de la musique avec mon cellulaire actuel, ça draine beaucoup la batterie. Donc, j'aime bien avoir un lecteur à part. Entre-temps, je me suis acheté un petit lecteur. Maintenant, les gens ont plus ça, des lecteurs MP3, C'est que ça a été facile à en trouver un, puis donc pour écouter à part. Mais c'est ça, vos vieux téléphones, des trucs, ça peut servir pour écouter de la musique, ça peut servir pour visionner des photos. Où il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de téléphone. On peut leur faire un petit cadeau comme ça. Donc, les trucs pour... ça m'a donné l'idée qu'à un moment donné, ça pourrait être intéressant de donner d'autres trucs pour les cellulaires, les ordinateurs, tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est omniprésent. Ça nous entoure, on ne veut pas. Puis, des fois, il y a des trucs qui circulent que c'est peut-être pas les meilleurs trucs. Donc, c'est toujours intéressant de savoir. Eh bien, on a démystifié plusieurs idées préconçues aujourd'hui. Je suis à peu près sûr qu'il y a du matériel pour en faire une autre plus tard. Là. Oui. Parce qu'il y en a pas mal. Oui, des préconçus sur les faits scientifiques. On va pouvoir faire d'autres capsules sur d'autres sujets. Eh bien, Jocelyne Courrier, merci beaucoup pour cette émission et on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.